Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo et une dernière sur la princesse de Montpensier. Et c'est pas mal conséquent aujourd'hui. Donc préparez-vous. Mais je pense que je vais mettre le minutage des parties en description et que vous pourrez plus aisément lire la vidéo et aller aux parties qui vous va le mieux ou juste regarder la vidéo, ce serait pas mal. Bref. Aujourd'hui, après avoir clos les personnages sur le duc d'Anjou, nous allons clore cette série sur la princesse, sur l'adaptation cinématographique de la nouvelle de Madame de Lafayette. Alors, je vous explique, j'aurais pu faire d'autres vidéos, mais sur ces autres parties que je peux traiter, c'est très conséquent, bien plus conséquent que ce que je vais faire aujourd'hui. Et je me dis que je vais vous éviter de vous taper la tête contre un bureau ou un mur par par la masse d'informations qu'il pourrait y avoir dans ces vidéos. Et c'est pour ça que je préfère clore là-dessus. Commençons. Et en premier lieu, évoquons tout d'abord le développement de certaines scènes. La première scène qui est plus développée que dans la nouvelle est la scène de la discussion entre les pères de Marie et Philippe pour conclure le mariage entre ces deux jeunes gens, interrompant ainsi le contrat passé avec les de Guise, qui dans le livre n'est évoqué que très brièvement en quelques mots. Ensuite vient la scène de la persuasion de Marie, cette fameuse scène où elle est tourmentée par ses parents dans le livre, et ici plus précisément par son père qui la secoue violemment quand même, et par les mots de sa mère qui lui fait entendre la vérité. Toujours à peu près dans la continuité du film, nous avons 3 scènes correspondant au mariage, contenant la messe, le repas de noces, avec la fameuse histoire inoubliable des anguilles du père de Marie, et pour finir, la nuit de noces. Ensuite, toujours à la suite, nous avons le voyage du château de Mézières à Mont-sur-Brac, au lieu de Champigny dans la nouvelle, certainement parce que Tavernier n'a pas pu louer le château de Champigny. Et par là aussi, sur ces scènes évoquées seulement en quelques mots, il y a les scènes des batailles, des combats contre les Huguenots qui n'étaient que vaguement évoqués. Et Tavernier ici les montre et en fait des choses à part entière. Nous avons aussi toute l'éducation de Marie, l'éducation humaniste prodiguée par Chabannes, dont cette fameuse scène où elle s'acharne à écrire le latin pour mieux l'apprendre et aussi pour prouver qu'elle le connaît quand même un peu. En scène développée, il y a aussi le séjour d'Anjou, de Guise et leurs compagnons à Mont-sur-Brac, avec plusieurs scènes, dont le repas avec tout le monde et où Marie se retrouve la seule femme à table, puis bien entendu la scène de jalousie de Philippe dans la chambre de sa femme. Et où après, Chabannes, je crois, lui a dit que tout le monde aurait pu l'entendre s'il ne l'avait pas engueulé, avait fait autre chose. Plus tard, dans le film, nous avons l'entretien avec la reine-mère, où elle parle des signes astrologiques de Marie et de ses prétendants,
et la met en garde contre certains. Rappelons que Catherine de Médicis était une adepte de l'astrologie et de toutes sortes de prédictions qui, durant cette période, étaient très à la mode dans les cours de toute l'Europe. Et pour finir sur les scènes développées, il y a le développement de la Saint-Barthélemy, où cette fois-ci l'on montre l'implication d'Henri dans le massacre, chose qui n'est pas évoquée dans le livre. Comme c'est un texte court, Tavernier est ainsi obligé de développer des scènes afin d'avoir un réel contenu dans ce film, car le cinéma impose de montrer les choses, ce qui est beaucoup plus long que le procédé utilisé dans un livre, car le cinéma est avant tout un art d'image, même s'il associe beaucoup plus. Passons maintenant à la modification d'autres scènes. Cette fois-ci, il y a un peu moins de scènes modifiées que de scènes développées. La première scène modifiée est la scène d'explication de l'arrêt des combats de Chaban, chose qui n'est pas réellement évoquée dans le livre. On nous dit juste que Chaban a arrêté les combats et qu'il a rejoint Montpensier. Tavernier place cette scène pendant le voyage jusqu'à Mont-sur-Brac après la noce, et cette fois-ci, si le spectateur le sait, Chaban évoque avec ses propres mots, ce qui est d'autant plus retentissant, ce qui l'a fait arrêter les combats, et ce, à Marie. Ensuite, bien plus tard dans le film, il y a la modification du bal des morts, ou des morts, je ne sais jamais comment le prononcer, ne serait-ce que par l'ajout de la sœur d'Henri, mais surtout par le fait qu'ici, Henri et Marie devaient se retrouver dans une coursive du Louvre. Il y a bien sûr toujours ce quiproquo où Marie prend Anjou pour Henri, mais cette fois-ci, Tavernier y ajoute la révélation de ce que Marie allait faire devant un large public par Anjou, ainsi que le fait que les hommes d'Anjou empêchent Philippe de voir sa femme. Philippe est donc d'autant plus et doublement humilié car il n'a pas pu aller voir sa femme et qu'on lui apprend qu'elle allait faire quelque chose d'un peu impardonnable, et c'est pour ça qu'il veut la frapper. Mais il se fait arrêter par Chaban et l'envoie donc dans sa chambre et lui dit que le lendemain, elle ira à Mont-sur-Brac. Ensuite, il y a la scène d'amour entre Marie et Henri, qui se passe non pas à Champigny comme dans la nouvelle, ou qui aurait dû se passer si on suivait la nouvelle à Mont-sur-Brac, mais au Louvre, directement après le bal des morts. Chaban est toujours chassé car il fait croire que c'était lui dans la chambre de Marie, mais juste après, Marie et Henri se retrouvent et ont une relation charnelle, chose qui n'existe pas du tout dans le livre, car ils ne consomment pas leur amour charnellement. Dans le livre, c'est quand même quelque chose d'assez impensable à l'époque de Madame de Lafayette. On note aussi la modification de la lettre de Chaban, qui change complètement de place, ainsi que d'importance et de tonalité. Là où dans le livre, c'est une lettre, de reproche qui au final ne sert à rien, puisque après cette lettre, il finit quand même par revenir auprès de Marie. Chez Tavernier, la lettre est dictée directement par Chaban durant la préparation de la Saint-Barthélemy, ce qui lui donne encore plus d'importance, et c'est un message d'amitié éternelle envers Malry qu'il délivre, déjà avec sa propre voix par la voix off, mais aussi un message d'avertissement envers Henri pour Marie, car il sait que Henri n'est pas quelqu'un de très recommandable pour Marie. Sans étonnement, il y a la modification de la scène de mort de Chaban. Ce n'est plus à cause de sa religion qu'il meurt, mais parce qu'il s'est battu pour sauver une femme des mains et des épées des acteurs de la Saint-Barthélemy. Pour finir,
la conclusion du film, la fin du film, n'est pas du tout la même, car Tavernier décide de ne pas faire mourir Marie, mais Marie ici décide et le dit dans une voix off, comme Shaban s'était retiré de la guerre, je me retirais de l'amour. Car elle a tout perdu, elle a perdu l'amour de son mari, elle a perdu l'amour d'Henri, il ne lui reste plus que l'amitié de Shaban, dont elle va d'ailleurs voir la tombe. Et le fait que Tavernier décide de ne pas faire mourir Marie évoque aussi cette envie de Tavernier de faire de Marie une femme forte, ce qui est beaucoup plus actuel, contrairement aux raisons de mort de la princesse chez Madame de Lafayette. Passons maintenant à l'ajout de scènes qui complète en quelque sorte la modification, ou inversement les modifications qui complètent l'ajout de certaines scènes. Tout d'abord, afin de donner une réelle motivation à l'abandon de la guerre par Shaban, Tavernier ajoute un prologue où celui-ci tue une femme enceinte. Par là, les retrouvailles avec Philippe, qui est en réalité son protecteur, sont ainsi indispensables afin de savoir comment Shaban va retrouver son ami et ainsi son protecteur face à sa désertion. Ensuite, l'ajout de la scène charnelle entre Jeanne, la dame de compagnie de Marie, et un domestique installe ce rapport charnel que le réalisateur essaie de glisser dans le récit et pose aussi la curiosité de Marie. Tavernier ajoute aussi la scène sous la tente d'Anjou pour apporter un peu d'historicité au récit avec l'évocation de la prétention d'Anjou au trône de Pologne, mais aussi aide à caractériser un peu plus les personnages comme Henri, le Henri guerrier qui est sensible au point de pleurer à la perte d'un des membres de son armée, de sa division. Il y a aussi l'ajout du discours de Philippe sur le mariage et sur la maladie de sa mère, qui est moins importante. Il y a bien entendu l'ajout des duels entre Henri et Philippe, notamment celui du Louvre, où Anjou est obligé de les arrêter et de les menacer pour qu'ils ne recommencent pas. Suite à la scène de la nuit d'amour entre Henri et Marie, il y a l'ajout du départ de Shaban et son séjour à l'auberge où il commence la rédaction de cette fameuse lettre. Tavernier, voulant faire de Marie une femme forte, il ajoute donc la rencontre entre Marie et Henri à Blois, alors que celle-ci, résolue à rompre son mariage avec tout abandonné, et y compris titre et fortune, pour être avec Henri. Mais les craintes de Shaban évoquées dans la lettre se révèlent justes, car Henri lui dit que toute leur aventure n'était que sous le coup de la compétition entre les prétendants, avec cette image du brame de cerf et de la biche qui se retrouvent au milieu des cerfs. Et pour clore le film, Marie n'ayant rien sauf l'amitié de Shaban, qui est malheureusement mort, elle va donc se recueillir sur sa tombe, car il est le seul qui ne l'a pas rejeté. Dans tous ces développements, modifications et ajouts, Tavernier crée un système de miroir entre les scènes. On note par exemple le prologue et l'épilogue de Shaban, où celui-ci, après avoir tué une femme enceinte, en sauve une autre pendant la Saint-Barthélemy et ajoute une idée de rédemption de Shaban. Il y a aussi les duels entre Henri et Philippe, qui, alors que le premier n'est qu'un jeu entre adolescents entre eux, le second révèle le développement de la rivalité entre les deux, ainsi que
l'assurance prise par Philippe entre ces deux duels. Il y a aussi les scènes avec l'écuyer de Chaban, Nicolas, qui évoque sa fidélité envers Chaban, mais aussi amorce un effet de boucle, car c'est un personnage que l'on retrouve dans la première scène et dans la dernière scène du film. On note aussi les nuits d'amour entre Marie et Henri, à Mézières alors qu'elle lui dit au revoir et qu'elle annonce son mariage avec Philippe, et qu'ils ne font que s'embrasser, et celui du passage à l'acte au Louvre, montrant ainsi l'évolution de Marie, plus que d'Henri, cette évolution qui va vers sa liberté, qu'elle se donne de plus en plus jusqu'à la fin du film. Mais contrairement à ces deux scènes, les deux scènes de discussion entre Marie et Henri, la première à Mézières où Henri est très entreprenant, et la scène à Blois qui annonce la fin de leur relation, montre quant à elle le délitement du couple et le fait qu'il s'agissait plutôt d'une passion d'adolescent plus qu'une réelle passion, surtout pour Henri. Et aussi un peu la perfidie d'Henri. Les nuits d'amour entre Marie et Philippe cette fois-ci, donc la nuit de noces et celle à Mont-sur-Brac, montrent l'évolution du couple vers l'amour et la sincérité qui ne se révèlent être temporaires et fugaces. Les discussions entre Marie et Chaban sur Henri, d'abord dans la forêt et au Louvre, évoquent, elles, le retour de la passion de Marie pour Henri. Et les deux scènes de repas du film, celle du banquet de noces et à Mont-sur-Brac avec la troupe d'Anjou, montrent que le couple est exclu de la situation. Il ne parle pas vraiment, même pas du tout, durant le banquet de noces et très peu durant le repas avec Anjou. Et cela montre aussi Philippe qui a du mal à s'affirmer, ainsi que Marie qui essaie de s'extraire de la situation comme elle peut. Grâce à cela, Tavernier construit un film avec beaucoup plus de consistance, mais aussi développe et change des éléments de l'histoire afin de pouvoir l'ancrer dans quelque chose qui nous est plus contemporain et qui parle plus au public du XXIe siècle, qui est loin de toutes les considérations de l'époque de Madame de Lafayette sur l'amour et les femmes, qui étaient plutôt destinées à l'époque de Madame de Lafayette, justement. Et les scènes de miroir permettent aussi au public de se rappeler les scènes afin d'apporter surtout une réflexion sur les actions, les dialogues et l'histoire proposée par Tavernier. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir regardé. Si vous avez tout vu, chapeau, franchement. Il faut vraiment être un passionné de littérature pour avoir tout vu. Dans ces cas-là, je vous remercie infiniment. Mais déjà, merci d'avoir regardé ne serait-ce qu'une bonne partie de cet épisode qui est pas mal consistant. Bon, je pense que j'ai déjà fait pire, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie, non pas des épisodes de cette série, mais d'autres comme Hernani, que je pense finir après. Auquel cas, sinon, si vous êtes intéressé par les jeux, il y a pour l'instant de let's play. Enfin, je suis en train d'en importer un nouveau. Mais je vais sans doute refaire d'autres vidéos, mais peut-être moins avec moins de une série moins longue ou juste une vidéo seule sur d'autres. Je verrai en fonction de ce dont j'ai envie surtout et ce dont je me sens la force.
Et si vous êtes abonné, vous verrez de toute façon de nouveaux contenus arriver. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide au référencement, mais quand même, vous n'êtes obligé à rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, déjà à me rectifier si j'ai dit des conneries, et aussi à m'aider à améliorer le contenu que je vous propose sur les vidéos. Et aussi peut-être des choses que j'ai oubliées et que vous auriez voulu avoir dans cette vidéo et qui peuvent être utiles aux autres. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois et je vous dis au revoir. Et j'espère à une prochaine fois. Allez, au revoir.